Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers? Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec la série La famille tout écran. On découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, toujours, c'est Milly Adaé qui est avec nous en plateau. Bonjour Milly. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On va parler de l'éducation à la culture de la paix. Effectivement, c'est important. Et puis notre sujet du jour, à l'école, quelle est la véritable efficacité des entreprises qui accompagnent nos enfants? On les reçoit, vous le savez évidemment, très régulièrement ici, sur ce plateau, dans l'École du Futur. Mais certains remettent en cause leur performance et parfois même leur réelle utilité. On en débat avec nos invités. Loïc Play, d'abord, il est en visioconférence avec nous. Bonjour Loïc, vous êtes le directeur de la pédagogie à l'IESEG. Soyez le bienvenu dans l'émission. Bonjour Philippine, merci pour votre invitation. On est ravis de vous avoir. Et puis ici en plateau, toujours dans l'émission, Alexandre Pignas, bonjour. Vous êtes le cofondateur et CEO de Deep Memory, une entreprise qui fait partie évidemment du secteur de la tech. Vous allez nous la présenter dans un instant, juste après le focus. Bonjour Philippine. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, et sa série La famille tout écran. On regarde dans un instant un épisode. C'est génial, vous avez vu cette vidéo? C'est un panda qui fait du roller. Bon, chérie, on est à table. Oh oui, c'est pas bientôt fini. Je commence à avoir la batterie qui chauffe. C'est une vidéo de pingouins qui dansent la polka. Non mais des pingouins quoi. Top photo papa, salle de bain ridicule. Attends, je regarde. C'est moi. C'est une vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Quoi, 100 000 j'aime? Pourquoi c'est juste moi qui me prends en photo dans la salle de bain? Bah en fait, on voit tes fesses dans le reflet derrière. Non mais faut la supprimer là. Mais si tu lâches ton portable, on te montrera peut-être comment faire. Ça m'empêche. Je suis tendance. Tendance ou pas, les écrans n'ont pas leur place à table. Essayez de ne pas grignoter, et encore moins devant nous. Et est-ce qu'on se dit les choses si chacun a le nez sur son écran? Alors ouvrez la porte, sortez, bougez, courez, dansez, faites des claquettes. Amusez-vous. Quelqu'un a filmé ça, c'est énorme. Non mais c'est un million de vues à coup sûr. Oh, il est irrécupérable. En chute libre dans les classements internationaux, en proie aussi à une véritable crise d'autorité et parfois critiquée pour ses difficultés à accueillir la diversité. L'école française est en crise et elle est ces derniers temps bien bousculée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pour faire face à cette situation, il semble évidemment naturel d'y associer les solutions qui sont proposées par les entreprises de l'éducation. Mais que valent-elles vraiment? Et surtout, comment se porte le marché en 2024? Eh bien, on pose cette question à nos invités tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Loïc Play. Je rappelle que vous êtes directeur de la pédagogie à l'IESEG School of Management. Vous êtes en visioconférence avec nous. Et puis Alexandre Pignas, CEO de Deep Memory. On va parler de Deep Memory dans un instant, Alexandre, si vous le voulez bien. D'abord, peut-être une première question pour vous, Loïc. Pour relever ce défi éducatif dont je parlais en introduction, on a évidemment besoin d'innovation pédagogique ayant pour objectif premier l'apprentissage véritablement et durablement nécessaire pour nos enfants aujourd'hui. À la lecture de votre tribune que vous avez publiée très récemment dans Les Échos, vous critiquez quelque part l'efficacité des EdTech. Pour vous, justement, dans cette tribune, cet apprentissage absolument essentiel pour les enfants, ça n'est pas forcément la priorité des EdTech, cette efficacité. Pour être honnête, pas exactement. C'est-à-dire que l'objectif de la tribune était de relayer un sentiment qui est que je suis convaincu de l'usage et de leur intérêt, mais pas forcément de toutes les solutions et tout le temps. Et en fait, le but de la tribune était plus de faire un appel à plus de collaboration entre les entreprises EdTech d'un côté et leurs clients de l'autre, notamment les clients dans l'enseignement supérieur, puisque je suis moi-même dans l'enseignement supérieur, pour pouvoir développer des travaux de recherche qui vont être ensuite bénéfiques aux deux.
on est en fait assez souvent démarché par des entreprises de EdTech qui, alors si pour certaines, elles font cet effort de recherche de leur côté, pour d'autres, en tout cas, n'ont pas forcément de preuves exactes de l'efficacité et de l'impact de leur solution. Et en fait, je dirais que la tribune résulte de deux choses. D'abord, la lecture d'une étude de l'UNESCO qui avait été reprise sur le site spécialisé EdSurge, le site américain, et qui mettait en avant cette relative absence d'études indépendantes qui évaluent l'efficacité des outils EdTech. Et dans ce que je viens de dire, la notion d'études indépendantes est importante, je vais y revenir. Et puis, dans un deuxième point, c'est que la lecture de cette étude faisait écho à mon expérience d'échange avec de nombreuses entreprises qui vont souvent nous proposer de révolutionner l'expérience étudiante ou enseignante, mais sans pouvoir toutefois toujours en démontrer, démontrer l'impact réel de l'efficacité de leur solution. Et c'est pour cela en fait que j'avais rédigé cette tribune. Je parlais des études indépendantes. Le plus souvent, les entreprises vont avoir des équipes de recherche qui vont mener elles-mêmes leurs propres études, mais ce sont des études qui peuvent être biaisées sur un plan méthodologique et pas de façon volontaire. Attention, j'insiste bien là-dessus, je ne dis absolument pas que ces entreprises, en internalisant la recherche, souhaitent tromper leurs clients, absolument pas, mais c'est juste qu'il peut y avoir des problèmes méthodologiques et je me suis dit que, étant donné la quantité de chercheurs et de très bons chercheurs que l'on peut avoir en France et la quantité de chercheurs avec lesquels ils peuvent être amenés à travailler dans le cadre des relations partenariales qu'ils développent en proposant leurs solutions, eh bien, il y avait là quand même un gisement assez intéressant et assez important de recherche potentielle qui pourrait bénéficier à tous, donner lieu également à des publications complémentaires qui permettraient de valoriser à la fois le travail fait par ces entreprises de la tech, car Dieu sait s'il y a un travail énorme qui est réalisé, et puis le travail qui est fait dans l'enseignement supérieur et la recherche sur ces thématiques. Merci Loïc pour cette introduction. Alexandre, vous êtes avec nous en plateau, vous êtes le cofondateur de Deep Memory, c'est une EdTech. Est-ce que vous pouvez déjà en introduction nous présenter rapidement Deep Memory ? Bien sûr. Deep Memory, c'est l'application qui va venir garantir, organiser et accélérer l'apprentissage. Et en plus de ça, on a un module qui utilise l'IA pour permettre, à partir des supports de cours, de générer justement les contenus pédagogiques qui vont être appris. Alors, est-ce que vous travaillez, comme le dit Loïc, avec ces équipes de recherche ? Est-ce que vous avez mené des travaux pour juger de l'efficacité de votre plateforme ? Alors oui, on a mené des travaux. En revanche, est-ce qu'on a mené des travaux de recherche indépendants, comme l'évoque Loïc ? Aujourd'hui, non. Mais ce n'est pas un manque de volonté forcément des EdTech. C'est que ça ne nous est pas nécessairement proposé dans le cadre de nos partenariats avec les entités. Et en plus, c'est un temps qu'on prend, qu'on ne peut pas passer sur la conception de l'application, sur sa commercialisation également. Donc, pour pouvoir faire ça, il faudrait que ce soit dans le cadre de partenariats et que ce soit aussi viable pour les tech. Ça veut dire que les données aujourd'hui en matière d'éducation, elles sont aussi difficiles à collecter de par leur nature, leur confidentialité, par le fait qu'on a du mal, comme vous le dites, à mener des enquêtes indépendantes ? C'est très clair et ça, alors c'est super la RGPD parce que c'est une protection supplémentaire et c'était impératif. Mais avant, nous, on pouvait partager les notes des études, enfin, on nous partageait les notes des étudiants, on faisait une analyse croisée. Aujourd'hui, cette donnée ne sort plus des institutions. À cause du RGPD, c'est ce que vous dites. À cause du RGPD, ce qui est très légitime, mais ça veut dire que nous, on peut fournir les données, mais s'ils n'ont pas la ressource de l'autre côté pour faire cette analyse, nous ne pouvons plus la faire. Donc aujourd'hui, l'analyse de l'efficacité des tech, elle est partiellement bloquée, mais plus du côté des institutions que du côté des entreprises. Loïc, j'ai une question, c'est très intéressant ce que vous nous dites, Alexandre. Qu'est-ce qui, pour vous, Loïc, fait qu'une solution EdTech est efficace ? C'est quoi votre définition de l'efficacité ou de l'impact d'une solution pour l'éducation ? C'est une très bonne question à laquelle on pourrait apporter une réponse simple, voire peut-être un peu simpliste, mais c'est dans quelle mesure est-ce qu'elle va bénéficier à la fois aux étudiants et aux enseignants ? Aux étudiants, dans quelle mesure est-ce que cela va leur permettre d'améliorer leur compréhension de ce que les enseignants veulent leur faire passer comme message, des différents concepts, au-delà de la compréhension, leur maîtrise également, et in fine aussi la mémorisation.
On a eu tendance à dire pendant très longtemps que la mémorisation n'était pas forcément importante parce que les étudiants avaient accès à l'information en permanence au bout des doigts, et pas que les étudiants d'ailleurs, pour nous c'est pareil. Et en fait, cette mémorisation, à mon sens, et c'est pour cela d'ailleurs que justement nous on travaille avec Deep Memory, hein, cette mémorisation, à mon sens, elle revient de plus en plus sur le devant de la scène parce que on s'aperçoit que pour pouvoir mettre en place des routines de fonctionnement et pour pouvoir être efficace lorsqu'ils commencent à travailler en entreprise, et même avant, les étudiants, s'ils sont en permanence en train de rechercher des informations sur Internet ou sur leur smartphone, vont avoir des problèmes. Et donc, cette mémorisation est vraiment un point important. Et après, au niveau enseignant, je dirais que il va y avoir plusieurs éléments positifs sur lesquels les EdTech peuvent jouer. Ça peut être se libérer du temps sur de la préparation de contenu. Et là, en l'occurrence, des outils d'IA génératifs qui sont en train de sortir ont un potentiel qui est assez prometteur. Ça va être également la possibilité de pouvoir développer de nouveaux types de contenus ou de nouveaux types d'interactions avec les étudiants, que ce soit dans la salle de classe ou en dehors de la salle de classe, en développant de nouvelles activités pour pouvoir renouveler les modalités pédagogiques. Et ça peut être aussi concernant les modalités d'évaluation et les modalités de feedback qui vont être délivrées aux étudiants. On travaille également avec d'autres entreprises qui vont par exemple proposer de développer du peer learning ou de la peer evaluation. En l'occurrence, ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont pouvoir aller faire un feedback sous la houlette de l'enseignant, bien sûr, mais qui vont aller pouvoir faire un feedback à d'autres étudiants. Et c'est un moyen d'apprendre et de développer de nouvelles compétences qui est extrêmement intéressant également. Alors Loïc, j'ai une question, juste pour qu'on soit bien clair. Ce que vous demandez aujourd'hui, ce pourquoi vous militez dans votre tribune, notamment dans les Échos, c'est quoi? C'est que l'efficacité des startups EdTech, elle soit testée avant même que le produit de la startup EdTech soit proposé au grand public, ou que ce soit fait, parce que c'est difficile à comprendre. D'un côté, on a de plus en plus de startups EdTech qui se lancent sur un marché qui est aussi de plus en plus compliqué, complexe, difficile, qui sont là avec une vraie volonté, et je crois qu'on en a un exemple aujourd'hui en plateau avec Deep Memory. Et d'un autre côté, elles ont aussi besoin de se confronter à leur public pour s'améliorer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que dans le monde dans lequel on évolue, de toute manière, on est maintenant tous habitués à avoir la possibilité de faire des retours au fur et à mesure une fois qu'une solution a été lancée. Donc, en l'occurrence, à mon sens, et cela, je pense que la grande majorité des entreprises de EdTech le font, c'est déjà développer des prototypes et puis voir quel est l'impact des solutions dans des versions initiales, dirons-nous, des versions 1.0, voire même des versions bêta, qui vont pouvoir être testés. Et cela, j'insiste, hein, c'est quelque chose qui est fait dans plus que la majorité des cas. Ça, j'en suis intimement persuadé. Et ensuite, une fois que la solution est déployée, c'est le renforcement des liens avec les institutions avec lesquelles ces entreprises travaillent. Et c'est un des éléments vraiment pour lesquels je plaide, de façon à ce qu'il y ait un renforcement donc, de ces relations et que les deux parties prenantes puissent bénéficier de la réalisation de recherches qui permettront à l'entreprise de continuer à améliorer leurs solutions, d'avoir également des éléments qu'ils pourront mettre en avant pour pouvoir trouver de nouveaux clients, que ce soit en France ou à l'étranger, et permettre en parallèle aux établissements qui mettent en place ces solutions d'avoir elles-mêmes un retour sur la qualité et sur l'impact de ces solutions, parce que bien souvent, des solutions vont être implémentées dans les établissements sans qu'on ait une vision très précise ou une mesure très précise de leur impact ou des conséquences, que ce soit sur l'apprentissage ou sur l'enseignement. Et c'était vraiment, à mon sens, le message que je voulais essayer de faire passer à travers cette tribune, en plaidant pour plus de relations et plus d'échanges entre les deux parties. On dit souvent qu'en France, il y a le monde académique d'un côté et le monde de l'entreprise de l'autre. Je pense que la présentation est un peu caricaturale, mais je pense qu'on peut aussi aller quand même beaucoup plus loin dans les relations entre les deux mondes. Merci. Et c'est vraiment un appel à ces relations.
Merci beaucoup Loïc. Ce que je vous propose, on va faire un tour du côté de la Planète Tech, mais on va continuer nos échanges, si vous le voulez bien, avec Alexandre, évidemment, dans la deuxième partie du talk. D'abord, petit tour du côté de la Planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Oh, man. De retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités, Loïc Pley, directeur de la pédagogie à l'IESEG, et Alexandre Pignas, CEO, cofondateur de Deep Memory. Juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Milly Adaé, qui a une idée derrière la tech. Au programme de votre chronique aujourd'hui, Milly, l'éducation à la culture de la paix. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Dans le contexte économique mondial actuel marqué par des tensions et des conflits, une nouvelle thématique cruciale se développe, celle de l'éducation à la culture de la paix. Intégrer l'éducation à la paix dans nos systèmes éducatifs se révèle une nécessité pour façonner un avenir plus harmonieux. Alors Milly, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer les fondements de cette éducation à la paix? Les fondements de l'éducation à la culture de la paix reposent sur la reconnaissance de la diversité humaine, le respect des différences et la promotion d'une culture de la tolérance. L'ONU définit l'éducation à la culture de la paix comme un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements et de modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. J'en suis convaincue, en cultivant ces valeurs dès le plus jeune âge, on jette les bases d'un environnement où la paix est non seulement souhaitée, mais également mise en pratique au quotidien. Et l'une des clés pour y arriver, c'est la communication non violente. Alors comment on peut intégrer, Milly, cette communication non violente dans nos systèmes éducatifs? Vaste question. La communication non violente, c'est un outil qui est vraiment puissant pour transformer les dynamiques sociales en classe. En enseignant aux élèves à s'exprimer de manière respectueuse, à résoudre les conflits de manière constructive, on cultive un climat social qui favorise la coopération plutôt que la confrontation. Nous parlons chaque année de phénomènes tels que l'harcèlement, les discriminations, les conflits interpersonnels. Et ces dynamiques qu'on retrouve dans les écoles, ils ont des répercussions qui vont bien au-delà des murs de la classe. Elles influent sur la façon dont nos futurs citoyens vont interagir dans la société. Alors, on va zoomer maintenant avec vous, Milly, sur des initiatives mondiales. Comment les organisations travaillent-elles justement pour promouvoir l'éducation à la paix à l'échelle internationale? C'est l'une des grandes missions de
l'UNESCO, mais également de l'OFAGE, l'Office franco-allemande de la jeunesse. D'ailleurs, l'UNESCO a accueilli à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation un événement organisé par l'ONG HWPL qui œuvre depuis plus de 10 ans et plus de 170 pays pour l'éducation à la paix. L'événement a attiré plus de 257 personnes en présentiel et 285 personnes en ligne. Pour vous montrer l'ampleur internationale de l'événement a été organisé en partenariat avec les délégations permanentes du Togo, du Tchad, du Suriname, du Mozambique, de l'Angola, du Soudan du Sud auprès de l'UNESCO, mais également aussi au sein de la Commission nationale de Trinité et Tobago, du Ghana, de la République démocratique du Congo, de la Jamaïque pour l'UNESCO. C'est vraiment un sujet qui touche le monde entier. Le but était de trouver des moyens pour que la profession d'enseignant retrouve son attrait pour transformer l'éducation dans un monde en mutation rapide. Effectivement. Quels sont les défis qu'on rencontre dans la mise en place de programmes comme cela, Milly, d'éducation à la paix, et surtout quels sont les impacts qu'on peut espérer voir à court ou à long terme? Alors, révolutionner l'éducation, c'est pas toujours évident. Les défis incluent parfois la résistance au changement, mais l'impact à long terme vaut l'investissement. En enseignant aux élèves à comprendre et à respecter les diversités culturelles, à développer l'esprit critique et avoir le droit de changer d'avis, travailler la capacité à coopérer ou encore à définir des règles communes, dans leur programme favorise un climat social qui est de plus en plus inclusif. Les élèves développent une compréhension plus profonde des différents modes de fonctionnement humain, ce qui réduit les préjugés et crée un espace où chacun se sent respecté. On démarre par la paix au sein de la cour de récré pour se projeter vers une paix des nations. Cultiver un monde en paix passe par une prise de conscience dès le plus jeune âge de la valeur de la paix. Alors Milly, vous le savez, on en parle régulièrement aussi ici. On parle beaucoup des cours d'empathie qui débutent dans les écoles. Comment l'éducation à la paix peut-elle se permettre de développer cette compétence à l'école et chez soi? L'empathie, c'est au cœur de la paix. En enseignant aux élèves à comprendre les perspectives des autres, on favorise la création de liens humains profonds. La résolution de conflits devient alors un processus qui repose sur la compréhension mutuelle plutôt que sur la confrontation. Et l'éducation à la paix prépare les jeunes à être des acteurs responsables et éclairés dans un contexte mondial. Alors, en dehors de l'école, comment les parents peuvent-ils contribuer à l'éducation à la paix à la maison? Les parents jouent bien sûr un rôle crucial. C'est pourquoi il est nécessaire d'encourager le dialogue pour promouvoir la tolérance et respecter le respect à la maison. Par exemple, on peut créer des jeux à la maison où chacun doit créer des résolutions pacifiques ou trouver des actions pour valoriser les différences, ce qui permet de renforcer les enseignements qu'on voit à l'école, mais cette fois à la maison. Effectivement. Le mot de la fin, Milly, il est pour vous? Pour conclure, en comprenant les implications concrètes de l'éducation à la culture de la paix, on réalise à quel point elle est cruciale pour forger des individus responsables et empathiques, mais surtout pour bâtir un monde pacifique. Et c'est important, l'éducation à la culture de la paix. Merci beaucoup, Milly, d'avoir été avec nous. Vous continuez évidemment à être en plateau avec nous, puisqu'on parle d'éducation aussi et de l'efficacité des EdTech. Et Milly en a une. Elle va participer au débat tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue de parler de ce sujet avec nos deux invités. Loïc Play, directeur de la pédagogie à l'IESEG. Vous êtes toujours en visioconférence avec nous. Et puis notre deuxième invité, Alexandre Pignas, CEO, cofondateur de Deep Memory. Alors, une question quand même qu'il faut que je vous pose, Alexandre, après les propos de Loïc introductifs en deuxième partie. Est-ce que le sujet, c'est qu'il n'y a pas autant d'avis sur l'efficacité des EdTech qu'il y a d'élèves, d'enseignants et de parents? C'est la seule chose qu'il ne faut pas exiger des EdTech, c'est qu'elle soit parfaite. Une EdTech qui répondra à 100% des besoins de tous les apprenants, de tous les enseignants, ça n'existe pas et ça n'existera pas. En revanche, quand vous améliorez les notes d'une promotion de 1 à 2 points, comme nous, ça nous arrivait extrêmement souvent, la plupart du temps, pour 90% des étudiants de cette promotion, l'objectif, il est atteint. Et le but, c'est que, je pense, le but des institutions, ce serait d'avoir des outils qui ont cet effet pour tout leur type d'apprenants. Et donc, ces bons résultats. Après, au niveau des enseignants, il peut y avoir des mesures objectives. Nous, on vient d'être testés au sein des armées. Quand on accélère la conception pédagogique de x4 à x8 par rapport à ce qu'il leur fallait comme temps avant, c'est un critère objectif. Et cette idée de dire oui, mais toutes les opinions se valent et il n'y a pas de critère objectif, ça mène à
on n'a pas de réponse et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc oui, il y a des critères et on peut avoir des résultats clairs pour sélectionner les bonnes technologies. Vous partagez cet avis, Émilie, vous qui êtes fondatrice d'une EdTech aussi? Alors, je partage cet avis et je pense que ce serait important de différencier la mesure d'efficacité pour les étudiants arrivés à l'université ou à la fac des enfants qui sont en primaire et au collège. Parce que quand les enfants arrivent dans le système scolaire, ils sont tous différents. Ils ont des méthodes d'apprentissage différentes, ils ont un parcours différent et ils apprennent tous pas de la même manière. Et plus les enfants grandissent, plus ils deviennent, entre guillemets, formalisés, où ils ont de plus en plus une même manière d'apprendre. Donc si on doit vérifier l'efficacité des EdTech, il faudrait être beaucoup plus souple, à mon sens, pour les primaires et les collèges, là où les enfants ont vraiment des manières très différentes d'apprendre, et peut-être être plus homogènes arriver au lycée et en école de commerce. Il y a un autre sujet aussi, et Loïc, vous allez peut-être pouvoir nous répondre, c'est le sujet financier que connaissent les EdTech. Vaste sujet, mais qui revient régulièrement sur le devant de la table, sur la table, effectivement. Si je vais dans votre sens, prouver l'efficacité des EdTech, ça coûte aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour les aider à prouver leur efficacité? Est-ce qu'il faut financer des plans de recherche? Est-ce qu'il faut financer des équipes? Le sujet des startups, et on en a 2 exemples aujourd'hui sur le plateau, j'imagine que vous partagez cet avis, c'est que, ok, tout ça, ça coûte et c'est très bien, mais en fait, c'est d'abord toujours le même sujet de prouver l'efficacité auprès de vos utilisateurs, ce que vous avez fait, Émilie, ce que vous avez fait, Alexandre, et ensuite d'avancer avec les institutions. Mais il y a ce sujet financier du financement de ces études. Comment on peut y arriver? Comment on peut accompagner ces startups? Juste avant de répondre à la question, je dois dire que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment concernant les problématiques liées à l'efficacité. Et je dirais également que le besoin de recherche se fait d'autant plus sentir qu'en fait, en fonction des études, on va se retrouver parfois avec des résultats un peu surprenants. Par exemple, si on regarde le dernier rapport PISA qui a fait pas mal parler, les enfants en fait qui passent jusqu'à 1 heure par jour sur des écrans à des fins d'apprentissage avaient des résultats en maths qui étaient supérieurs de 14 points à ceux qui ne passaient pas de temps sur ces outils. Donc ça, c'était dans un cadre éducatif. Et pour autant, on montrait que si on utilisait ces outils plus d'1 heure par jour pour l'apprentissage à l'école, eh bien, on arrivait à l'inverse à des résultats qui étaient inférieurs. Donc il y a vraiment ce besoin de travaux qui, derrière, vont permettre d'avoir une compréhension plus fine de l'ensemble des mécanismes d'apprentissage, comme ça a été dit précédemment. Concernant le financement, entièrement d'accord sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où développer ces travaux de recherche, ça va prendre du temps, ça va représenter un coût. Donc pour cela, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être s'appuyer sur des fonds d'investissement qui ont des parts dans différentes EdTech et qui seraient prêts à financer pour partie ces travaux de recherche, dès lors que ces travaux de recherche peuvent leur permettre de montrer d'autant plus l'efficacité des solutions et donc d'avoir un billet de sortie d'autant plus intéressant. Après, ça peut être également des financements publics, ça peut être des financements publics au niveau national, au niveau européen par exemple. Il y a énormément d'appels à projets qui sont lancés et qui de plus en plus réclame l'association entre d'un côté une entreprise et de l'autre un laboratoire de recherche qui va y être adossé de façon à pouvoir obtenir des subventions. J'entends tout à fait, mais ce que pourraient vous dire les startups du secteur EdTech aujourd'hui, c'est que oui, d'accord, on n'a pas les financements, mais justement, avant d'aller voir un fonds d'investissement, par exemple, dont vous parlez, ce fonds d'investissement demande justement des preuves d'efficacité. C'est tout le sujet. Vous l'avez vécu peut-être, Alexandre? Ah oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. C'est-à-dire que vous venez vers le fonds d'investissement et vous dit vous avez des preuves de votre efficacité, vous venez de créer votre entreprise, évidemment vous n'avez pas encore fait ces études, et c'est le cas dans les autres possibilités qui existent. Aujourd'hui, il y a un appel à projet. Les appels à projet, effectivement, désormais, c'est des budgets conséquents qui comportent une partie de recherche. Donc, en théorie, ce serait le bon fonctionnement. Mais oui. Le truc, c'est qu'un appel à projet, vous vous lancez. Pendant 6 mois, vous ne savez pas si vous l'avez, mais vous y investissez toutes vos ressources. Vous l'avez, vous êtes, passez-moi l'expression, vous êtes le roi du pétrole. Vous ne l'avez pas, votre entreprise, elle est morte. Ouais. Donc, les appels à projets, ça peut être aussi un peu le baiser de la mort pour les EdTech. Et nous, on a fait d'ailleurs le choix de ne pas être sur ces appels à projets parce qu'on préfère travailler de gré à gré, parce que c'est beaucoup plus certain. Avec des partenaires. Exactement. Donc, finalement, les possibilités pour aller faire de la recherche,
elle n'existe que si vous êtes déjà gagnant en fait. Bien sûr. Et en quelque sorte, si vous avez déjà montré votre efficacité, alors pas de façon scientifique, mais que c'est déjà le cas. Le sujet, vaste sujet de la recherche dans l'éducation, mais je pense que vous allez revenir tous les trois pour en parler parce que c'est un sujet qui mérite de faire plusieurs émissions. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir été avec nous. Loïc Plé, je rappelle que vous êtes directeur de la pédagogie à l'IESEG. Je voudrais aussi souligner votre tribune, donc publiée sur Les Échos, au sujet de l'efficacité des EdTech. École, quelle efficacité pour les EdTech? À retrouver dans Les Échos. Alexandre Pignas, merci aussi à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes CEO, PDG et cofondateur de Deep Memory. Revenez quand vous voulez, vous êtes tous les deux les bienvenus sur ce plateau. Merci aussi à vous, Milly, pour cette chronique. Et puis nous, on se retrouve très vite dans l'école du futur. Prenez soin de vous.